Allez, Sofiane, à toi. Comment je fais pour partager? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Zoom. C'est le gros bouton vert Euh, je- partager écran avec la Ah flèche qui va merde. vers le haut. L'animateur a désactivé le partage Ah d'écran oui, par les pardon, Jérémy, il faut participants. que tu refiles les droits. Non, c'est toi qui as Ah, les c'est droits. moi qui donne les droits? Allez, c'est moi qui donne les droits. Hop. Pardon, c'était ma faute. Alors, Sofiane, Lekos. Voilà. C'est toi l'autre maintenant. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le co-hôte. Bon, c'est pas grave. Non, je comprends C'est pas non bon, ça plus. marche. Et est-ce qu'on présente l'association avant de se lancer dans les Bah ouais, slides? je crois que c'est dans les slides. Oui, vite fait. Ah, c'est dans les Ouais, bien sûr. slides, ok, super. Ouais, c'est un peu dans les slides. Sofiane pourra en parler. Cool. Bienvenue, tout le monde. C'est cool, il y a plein de gens. Allez, ça marche. Yes. Yes. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Je suis Sofiane Kébir, je suis membre du collectif des planeurs stratégiques. Voilà. Euh, un petit mot sur notre association et sur ce qu'on fait avant de commencer la session d'aujourd'hui. Donc, nous, on est un collectif de planeurs stratégiques. Je vais laisser mes amis se présenter, à vous un par un, mais nous, on se réunit tous les lundis soirs depuis le confinement l'année dernière, donc aux environs du mois avril-mai. Et on discute, on réfléchit à notre métier, aux enjeux du planning stratégique. Certains d'entre nous sommes freelance, d'autres travaillons en agence ou dans d'autres structures. Mais on en a tous ce point commun-là d'être des stratégistes. On vient tous d'horizons différents. Moi, je viens de Tunisie, je viens d'arriver en France. D'autres ont des expériences internationales, d'autres ont des expériences françaises. Mais en tout cas, on partage un peu ce point commun d'être tous des planeurs stratégiques. Et on a commencé ce podcast, cet event en ligne depuis quelques mois. Là, c'est notre troisième épisode. Le premier, c'était sur l'avenir de la protéine végétale. Le deuxième, c'était sur les self-driving cars. Et ce troisième épisode, c'est sur le brief et les enjeux du brief. Donc, je vais laisser mes amis se présenter si vous voulez, vite fait. Audrey, tu veux démarrer? Audrey, Pardon, ouais, pardon, ladies j'étais en first. ligne. Ouais, c'est ça. Audrey Rousseau, je fais donc partie de ce groupe depuis le départ et je suis la seule représentante des femmes ce soir, mais on en a d'autres qui travaillent avec nous aussi. Moi, j'ai travaillé chez Ogilvy pendant très longtemps. J'ai un background dans les RP à la base. Jérémy. Donc moi, c'est Jérémy Dumont. Donc, j'ai une longue carrière de planeur stratégique et maintenant, je suis dans une entreprise qui s'appelle Humans Matter et je travaille avec des scientifiques dans les sciences cognitives et je suis responsable de la communication, de l'animation des communautés et d'un outil qui est assez intéressant qui s'appelle la fresque du facteur humain pour nous aider à changer de comportement. Eh ben, je crois que ça laisse moi. Donc, Willem van der Horst, enchanté, bienvenue tout le monde. Je fais aussi partie du collectif ou de l'association depuis le départ. La plupart de ma carrière en tant que planeur stratégique s'est faite à l'étranger, donc à Londres, Singapour, en me baladant en Asie, à Chicago. Je travaillais pour pas mal d'agences différentes, au démarré du côté digital et après un peu plus traditionnel avec des agences comme Saatchi à Singapour et BBDO à Chicago, avec pas mal de grandes marques et de grands comptes. Et aujourd'hui, donc je suis rentré à Paris un petit peu juste avant la pandémie. Donc, je suis indépendant, je travaille avec des clients en direct et ou en freelance avec des agences. J'enseigne quelques classes en anglais avec l'ISCOM depuis 2020. Donc, c'est la deuxième année que j'enseigne là. Et voilà. Donc, ah oui, j'ai podcast et enfin non, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est tout pour l'instant. On va parler du brief, c'est cool. Voilà. Super, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le sujet de ce troisième épisode, c'est le brief. Le brief, quand on dit brief, on parle surtout du brief marketing, le brief client, c'est-à-dire le premier document qui est échangé entre un client et son agence
Donc, on a appelé cet épisode le brief pivot de la relation agence-client. Qui le rédige, comment, pourquoi. Et en fait, l'idée de cet épisode, elle est venue à travers la publication d'une étude au mois de novembre dernier de deux consultants Mark, Matt Davis et Peter Paul Von Weiler, qui viennent d'Australie et qui ont sondé un groupe d'experts marketing dans le monde entier, surtout dans les pays anglophones, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, je crois. Un groupe d'experts côté client et côté agence pour voir un peu ce qu'ils pensaient des briefs de leurs clients, comment était perçu le brief par les agences. Et donc, ils ont appelé cette étude Better Briefs, que vous pouvez trouver sur le site betterbriefs.com. Et donc, en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait un grand gap entre ce que pensent les clients de leurs briefs et comment sont perçus les briefs par les agences. Donc, d'un côté, dans cette étude, l'un des résultats de cette étude dit que tout le monde est d'accord pour dire que les briefs sont importants. Donc, vous pouvez voir ici, donc 89% des clients et 86% des agences pensent que les briefs sont très importants et que c'est très difficile de produire un travail créatif respectable sans avoir un bon brief. De l'autre côté, on a remarqué que l'importance du brief est en train de croître même avec le temps, puisque la même étude a été menée en 2003 et on remarque que les pourcentages de gens qui sont d'accord avec cette déclaration ont augmenté, que ce soit du côté client ou du côté agence, en Angleterre. En même temps, tout le monde a l'air de dire que le brief est négligé, que ce soit 90% des marketeurs côté client pensent qu'il y a un paradoxe entre l'importance de ce document et le temps alloué ou l'énergie et les ressources allouées à la rédaction de ce document. Pareil, côté agence, donc tout le monde est d'accord. Par contre, il y a un grand gap d'appréciation de la qualité de ce document côté agence par rapport à côté client. Donc, 80% des clients pensent qu'ils font un bon job à rédiger ce document-là, alors que seulement 10% des créatifs ou des gens qui travaillent côté agence sont satisfaits du document qu'ils reçoivent de leurs clients. Et 10%, c'est vraiment très, 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 très faible pour un support qui est vraiment la clé de voûte du développement du travail créatif. Donc, un grand point d'interrogation par rapport à ce gap-là. Et ce gap est malheureusement en train de se creuser avec le temps. Donc, en 2015, la même étude avait sorti que 27% seulement des créatifs des gens qui travaillent côté agence étaient satisfaits du travail de leurs clients, alors qu'aujourd'hui, on est à 6%. Et vice-versa, en 2015, les clients étaient un peu plus durs avec eux-mêmes, où ils estimaient à 58% seulement qu'ils étaient satisfaits des briefs qu'ils rédigeaient, alors qu'aujourd'hui, en 2021, il y a 90% qui sont satisfaits. Et ça, c'est des chiffres du marché américain. Donc aussi, point d'interrogation, qu'est-ce qui fait, comment ça se fait que d'un côté, les clients sont plus satisfaits et que les agences sont moins satisfaites? En plus de manquer de clarté, les briefs sont rarement définitifs. Ça, c'est un autre gros problème que l'étude a ressorti. Ça veut dire que les clients eux-mêmes admettent qu'à 90% des cas, que quand ils rédigent un brief et qu'ils l'envoient à leurs agences, ils savent que ce brief-là n'est pas définitif et qu'il se peut que dans les semaines ou dans les mois à venir, au cours du projet, que ce qu'ils ont demandé dans ce document-là, ça va changer et ça va évoluer au fil du temps. Donc, on a remarqué que souvent, le brief, en fait, ce n'est pas vraiment un document définitif, mais c'est plutôt un prototype qu'on balance comme ça et qu'on utilise pour faire évoluer la stratégie. Donc, 6 marketeurs sur 10 admettent qu'ils utilisent le process de développement créatif pour clarifier la stratégie, alors que normalement, dès qu'on passe au briefing, normalement, la stratégie...
Donc, nous, après avoir lu cette étude, chacun de nous ayant des expériences respectives différentes, on voulait poser la question comment améliorer les briefs. Attends, du coup, Sofiane, j'ai plus les qualités d'autres pour mute quelqu'un. Est-ce que tu peux... Attends. Ou est-ce que vous pouviez... Ah, c'est Olivier, je crois. Attends, je crois que c'est bon. Pour pas le nommer. C'est bon. Ouais, merci. C'est bon. Hop. Donc aujourd'hui, on s'est posé cette question. On aimerait se poser ces questions autour du brief. Donc, la première question que j'aimerais bien poser à tout le monde ici, c'est comment trouvez-vous les chiffres de cette étude par rapport à vos expériences respectives? Est-ce que ça correspond ou est-ce que vous pensez que voilà, votre marché, votre expérience a été un peu différente de ce que vous avez entendu dans ce brief? Après, j'aimerais bien aussi savoir parmi vous si vous aviez eu des expériences positives en termes de briefing de clients qui étaient des expériences avec des clients qui étaient mieux que d'autres. Quelles en étaient les particularités, c'est-à-dire pourquoi cette séance de briefing ou ce process de briefing était réussi. Aussi, ce serait bien de définir qu'est-ce qu'un brief réussi. Et finalement, on aimerait bien se poser les questions sur les pistes d'évolution, comment on pourrait être créatif pour améliorer ce process. Voilà, donc par rapport à vos expériences passées, comment vous trouvez cette étude? Est-ce qu'elle est exagérée? Est-ce que ça correspond? Et bien évidemment, donc ça, c'est comme on l'a dit, on est en mode conversation. Donc, mon nom intervient, mais tous les participants sont les bienvenus d'intervenir, quelles que soient vos expériences, et aussi de pouvoir étendre les chiffres qu'on a vus qui sont dans un marché très anglophone à nos expériences qui sont peut-être un peu plus sur les marchés français ou francophones. Exactement. Je vais prendre la parole. Bonjour, Laurent Vicario. Moi, je suis planeur chez Inocéan, qui est l'agence Kia Hyundai, qui est un réseau coréen. On a une agence à Paris. Je trouve que les résultats de l'étude américaine sont assez justes. Alors, ça omet quelque chose, c'est qu'il y a quand même une tendance que moi j'ai observée, c'est qu'il y a de moins en moins de briefs clients. Je parle bien de documents. C'est-à-dire que moi, ça fait à peu près 20 ans que je bosse en agence. Je suis passé chez Publicis demain. À l'époque, il y avait des briefs systématiquement. Là, je trouve qu'il y a quand même une espèce de dérive qui consiste à ce que les clients, de plus en plus, on va avoir une discussion, ce qui est toujours intéressant, et puis on va quitter une réunion et dire voilà, vous êtes briefé. Donc, déjà, obtenir systématiquement des briefs de la part des clients, je trouve qu'il y a déjà un vrai enjeu derrière ça. Du coup, ça me fait basculer à la dernière question qui est posée sur la slide. Moi, ce que je mets de plus en plus en place pour éviter ça et puis pour monter un peu la qualité des briefs, c'est de les co-rédiger avec le client. C'est-à-dire alors, je sais que c'est la mode des workshops, mais au-delà de ça, c'est de dire à un client, OK, il y a ce sujet qui va arriver. On le fait très souvent pour avoir un brief. Et du coup, de plus en plus, on se met autour d'une table et on rédige le brief ensemble. En tout cas, moi, dans certains cas, ça peut être assez vertueux. En fait, c'est aussi pour éviter casser un peu ce côté interrogation écrite, examen, qu'on a encore trop souvent avec nos clients. C'est-à-dire, je te brief, donc tu as un document officiel, tu y réponds, tu as 2 semaines, et là, dans cette notion de co-construction, on ne peut pas tout co-construire avec des clients. À un moment, il faut que chacun bosse dans son coin. Et c'est pour ça d'ailleurs que les agences ne sont pas intégrées chez les annonceurs. Mais ça peut avoir une vertu. Après, je pense que les clients sont de plus en plus contents de leurs briefs, parce que les briefs, je parle vachement de briefs créa, notamment, c'est qu'il y a, comme les listes de courses s'allongent de plus en plus en termes de support, de déclinaison, plus le champ des canaux s'intensifie, plus le client va dire voilà, on a besoin d'une campagne digitale avec aussi un volet influence. Je vais pas faire, vous connaissez ça par cœur. Du coup, ça leur donne. J'ai l'impression que ça leur donne l'impression de dire j'ai briefé puisque j'ai donné les différents canaux dans lesquels ça doit s'exprimer. Ce qui est absolument pas juste. Et le dernier point, c'est que, en tout cas pour les briefs créa, moi, il m'arrive très souvent quand le client
se prend un peu les pieds dans le tapis ou ne sait pas trop où aller, c'est de passer du temps sur les contraintes. Et parfois, il y a les meilleurs, pas les meilleurs briefs créa, mais les meilleures campagnes qu'on a pu présenter sont des briefs où on a passé du temps à se poser des questions autour des contraintes. Pourquoi ? Parce que surtout quand on veut monter le niveau en créa ou quand on a une ambition créative qui va plus loin que ce que le client peut avoir en tête, le fait de passer par des contraintes, ça permet d'avoir un échange finalement constructif, puisqu'on va arriver devant un client et dire, écoutez, voilà, on avait au cœur dans le brief, il y avait cette contrainte, cette contrainte, cette contrainte, cette contrainte. Voilà la campagne qu'on vous présente. C'est pour ça que je parle vraiment de brief créatif. Finalement, ces contraintes, on les a respectées. Et c'est en respectant les contraintes, et ça, c'est vraiment tout l'enjeu en création pour moi, que les équipes créatives vont pouvoir déterminer, OK, ça c'est respecté, ça c'est respecté, ça c'est coché. Maintenant, voilà le périmètre dans lequel je peux sereinement faire monter le niveau créatif. Pour répondre à chaud aux différentes questions posées. Quand tu dis contrainte, exemple, ça serait quoi ? Alors, un client qui va te demander d'avoir une création moderne n'est pas une contrainte, mais moi je bosse pas mal dans l'auto. Si la contrainte, on la connaît, c'est d'avoir un temps de présence à l'écran de, je sais pas, de 15 secondes sur 30. Ok, c'est vraiment des contraintes clients. C'est ce qui fait que le client, c'est les passages obligés du client. Ça peut être des contraintes marketing, ça peut être des contraintes de forme. Hein. Mais à partir du moment où elles sont respectées, et pour moi, c'est un jeu. Enfin, il faut en faire un jeu. Voilà ce qui me reste comme surface d'expression créative. Ça, moi, je l'ai compris, notamment en bossant pendant quelques années sur des marques d'alcool en France avec la loi E20, qui est ultra contraignante pour le coup, puisque tu n'as pas le droit de faire l'article directement de ton produit. Si tu montes des gens, ils doivent appartenir à l'entreprise ou à la brasserie. Enfin, blablabla. Et on a réussi, mais même sous contrainte E20, à sortir des campagnes qui étaient ultra créatives. Parce qu'il y a certaines équipes créatives et ou certains planeurs qui se focalisaient sur les contraintes en disant, voilà, ça, c'est des passages obligés. Et là, elles étaient légales, en fait. Donc, comment est-ce qu'après, on arrive à court-circuiter, mais positivement, ces contraintes-là ? Comment on les prend en compte et comment, une fois qu'on les a bien prises en compte, derrière, on s'offre une liberté créative, même si elle est encadrée et tout. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour cette intervention. Tu as dit un truc intéressant que moi je reconnais beaucoup. Tu as dit souvent, quand le client te donne la liste des médias sur lesquels il voudrait être, il sent qu'il t'a briefé. Oui. Et là, moi, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un gap entre la définition d'un brief côté client et la définition d'un brief côté agence ? Parce que souvent, pour lui, le client, c'est qu'il a besoin d'une campagne télé, il a besoin d'une campagne outdoor, plus de social media. Pour lui, c'est ça son challenge. Donc, est-ce que c'est pas ça le problème, quelque part? C'est qu'au début d'une relation agence-client, est-ce que peut-être ce ne serait pas utile de définir le rôle de chacun? On va distribuer la parole, par contre, parce que sinon, je pense qu'il y aura des gens qui vont être frustrés. Allez-y. La question s'adresse à tout le monde. Hein. Déjà, on était... Ouais. Vas-y, si tu veux intervenir, Jérémy. Non, moi, une solution en tout cas que j'ai éprouvée, c'est de lancer un brief créatif en parallèle d'un brief média. Donc, d'un côté, je briefe les créatifs sur les enjeux et en même temps, je briefe les équipes qui vont être opérationnelles, aussi bien les équipes RP que les équipes de prod, que les équipes de marketing avec une logique de jeu concours ou autre. Et après, je recroise les deux. Ça, j'ai trouvé que ça marchait assez bien parce que le temps est court, de plus en plus court. Et c'est sûr que les équipes opérationnelles disent qu'elles ont besoin de la Big ID pour avancer. Et inversement, ceux qui sont à la Big ID disent qu'ils ont besoin d'avoir des retours opérationnels pour avancer, mais vaut mieux faire avancer les deux en parallèle et les recroiser après. Voilà, ça c'est une bonne pratique que j'ai découverte. Mmh.
Et l'autre truc de ce que tu disais au début de ton intervention, Laurent, si j'ai bien capté, c'est que tu as observé qu'il y avait de plus en plus les clients avaient de moins en moins un format de brief, quoi, c'est ça? De brief pour briefer leur avance. Alors que moi, j'ai l'expérience avant, ils en avaient, quoi. Ça fait quelques années que je bosse un peu moins avec des gros clients. Donc là, quand je bosse avec des petits clients, je ne m'attends pas à ce qu'ils en aient, je les accompagne, quoi. Mais... Paradoxalement, j'ai l'impression moi, je suis mieux. Enfin, j'ai l'impression d'être mieux briefé par des petits clients ou des tout petits annonceurs qui vont se poser des questions. Alors aussi parce que c'est. Mais pardon, pour revenir à la question du format, c'est un point super intéressant. Moi, je me rappelle des formats de copystrat, qui sont des formats américains qui datent des années 60-70 que j'utilise encore. Et du coup, il y a sur certains de nos clients, c'est ces formats-là qu'on va co-remplir quand on va les remplir ensemble. Mais là, par exemple, j'ai un sujet B2B qui arrive sur Kia, parce qu'il y a des enjeux derrière le B2B. Il y a une équipe B2B dédiée qui n'est pas une équipe de com très aguerrie à la communication, si tu veux. Donc là, on a réadapté le format de brief ou de copystrat tel qu'on le connaît, qui est un format assez classique. Là, je vais faire une session de travail avec l'équipe B2B chez l'annonceur. On va co-remplir ce format de brief. L'idée étant que par la suite, il s'autonomise sur le format, si tu veux. Mais moi, je crois vachement au format. Chez Publicis ou dans les grands groupes, dans les groupes anglo-saxons, tu as dû le connaître. Oui. Je veux dire, c'était des cases. Moi, chez Publicis, on nous a appris à ce que c'était qu'un angle dans le brief, dans le brief créa. On peut s'en parler pendant 2 jours. J'ai toujours pas toujours compris ce que ça voulait dire, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je crois beaucoup au format. Si on veut obtenir, moi j'ai l'impression qu'on obtient de moins en moins de briefs. Si on veut obtenir des briefs, il faut aussi les guider ou les prendre par la main. C'est pas évident d'écrire un brief, en fait. Non, c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai cette expérience aussi de travailler au plus proche avec des clients et de pouvoir les accompagner et de travailler avec eux sur des sessions comme tu viens de le décrire, Laurent. Mais j'ai eu plus de facilité de mon expérience à le faire en tant qu'indépendant que dans une agence. Oui, ça je comprends. Ah oui. Ou alors l'expérience que j'avais quand j'étais à Chicago, et là c'était vraiment l'expérience où j'étais au niveau global avec SC Johnson, donc grosse boîte de distribution. C'est des processus qui durent extrêmement longtemps d'arriver à faire des briefs d'une année pour l'autre. Et puis une fois qu'on a fini tout le processus pour arriver au brief finalisé, ils sont jetés par la fenêtre parce que finalement ce qui va être demandé c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et en plus le nouveau truc qui n'a rien à voir, comme Sofiane l'a dit dans son exemple, va changer plusieurs fois le long de 9 mois. Enfin, j'ai eu des expériences évidemment à Bracadabrante, comme probablement on en a tous eu à bosser sur des grands comptes, où le lancement du nouveau produit, 9 mois plus tard, après 6 rebriefs, l'équipe qui est en train de s'arracher les cheveux, qui bosse dessus, moi y inclus, et le produit est lancé et la campagne de com n'est toujours pas là en fait. Il n'a pas été approuvé, le brief à peine, des trucs complètement abracadabrants. Ou alors, et comme tu disais Laurent, moi j'ai finalement de rebosser depuis 2 ans avec des clients un peu plus petits ou modestes, de bosser directement avec eux et de bien comprendre leurs problématiques et leurs contraintes et leurs challenges, et peut-être ça casse pas la baraque, la créa, mais au moins c'est un plaisir de bosser dessus, quoi. Ouais, puis tu as un enjeu de hiérarchie, c'est-à-dire que quand tu es sur des plus petits clients ou sur des clients où tu es en direct avec la personne qui va prendre la décision in fine, dont c'est l'argent, dont c'est la boîte ou autre, avec plus d'humilité aussi chez ces gens-là. Moi, je le constate qu'ils disent qui vont bosser avec une agence pour la première fois, qui disent OK, moi mon métier c'est mon secteur, c'est mon produit ou mon service, vous votre métier machin. Et bizarrement, cette humilité, elle est vachement connectée à du bon sens de la part de ces annonceurs. Et qui, du coup, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai l'impression de recevoir des briefs plus intéressants et plus constructifs de la part de petits annonceurs que de grandes boîtes où déjà, il faut le faire valider, il n'est pas validé, ce qui fait que quand ta créa arrive, comme ça n'a pas été validé en N+2, finalement, enfin voilà. Je ne vais pas m'apesantir sur le truc, on connaît tous ce problème. On a une main levée de Victor, tu voulais intervenir Oui, c'était pour dire que j'ai l'impression que le niveau… Ah pardon, parce que je ne me suis pas présenté rapidement. Donc moi, je m'appelle Victor, je suis planeur stratégique indépendant. Enfin, récemment, j'ai surtout travaillé pour Havas. Et en février, là, je vais commencer, je vais redevenir employé, mais chez Wunderman Thompson. Donc voilà, grosso modo. Et j'ai l'impression que le niveau de qualité du brief varie énormément, peut-être pas tellement en fonction du critère grands annonceurs ou petits annonceurs, en tout cas pas pour mon cas personnel, mais plutôt en fonction du niveau de conscience qu'a l'annonceur vis-à-vis de ses objectifs. J'ai souvent l'impression que
ça dépend un peu de la maturité marketing de l'annonceur, mais il y a des annonceurs qui viennent avec beaucoup d'objectifs qui sont parfois un petit peu flous, qui sont pas très bien, on va dire, formulés ou pas tout à fait concrets, et que souvent dans ces briefs-là, on se retrouve avec des briefs à rallonge, bercés, enfin vraiment noyés de données qui finalement ne nous concernent pas vraiment ou qui sont pas vraiment utiles pour nous en tant qu'agence. Et j'ai l'impression que c'est surtout Enfin, je sais pas si c'est corrélé, si je sais pas si je confonds la causalité et la corrélation, mais j'ai souvent l'impression que, en effet, plus l'annonceur va avoir une vision un peu floue de ses objectifs et on va dire un peu trop évasive, avec beaucoup d'objectifs qui partent un peu dans tous les sens, et plus on risque de se retrouver en effet avec ce brief qui peut être, on va dire, il peut être bien en termes de fiabilité, c'est-à-dire au niveau des informations qui sont dedans, mais qui sont pas bien en termes de qu'est-ce qu'on va faire de ces informations. Oui. Euh, enfin, c'est surtout ce critère-là, moi, qui me fait me dire là, on risque d'être sur un brief un petit peu complexe. Et généralement, alors je vais découvrir du coup comment ça se passe chez Wonderman Thompson, mais c'est vrai que chez Havas, ce qu'ils font, enfin, ils appellent ça du ping-pong. En fait, vraiment, ils ont un dialogue sans arrêt avec l'annonceur. Enfin, on fait simplement des workshops où on dit voilà, là, on s'est aperçu que dans votre brief, votre partie branding, elle est peut-être pas tout à fait définie, donc on va faire ça avec vous. On prévoit un workshop, on discute ensemble, et on va faire ça pour tous les points qui pêchent un petit peu dans le brief. Et puis en fait, on va amener, parce que le problème, c'est qu'après, quand on va revenir et expliquer la stratégie à l'annonceur, il va avoir une stratégie, mais il va pas comprendre forcément le cheminement d'idées qui a fait que on en est arrivé à cette stratégie par rapport au brief initial. Et c'est toujours bien que l'annonceur suive un petit peu le chemin des idées qu'on a eues qui font qu'on arrive à telle idée créative ou à telle idée stratégique par rapport à son brief. Et enfin, justement, organiser des workshops, ça peut permettre justement à la fois de remettre au clair ce qui n'est pas clair dans le brief et aussi d'expliquer au fur et à mesure à l'annonceur, voilà, l'idée qu'on vous apporte, elle n'est pas sortie d'ex nihilo, d'à partir de rien. On ne vous la présente pas juste parce qu'on la trouve bien, on vous la présente parce que derrière, il y a des raisons de penser, des raisons stratégiques de penser que cette idée, elle est pertinente. Donc, moi, je pense que le workshop, ça peut être un bon moyen de revenir sur le brief et de le réorienter correctement, on va dire. Et moi, désolé de reprendre la parole, mais ça pose une deuxième question parce que ça fait débat, moi, là où je suis, dans l'agence où je suis. Moi, mes 50 premières pourcents, enfin, mes 10 premières années, j'étais chef de pub, chef de groupe, directeur commercial. Bon, j'étais dans les équipes, donc j'étais côté projet. J'ai basculé au planning au bout de 10 ans pour des raisons différentes. Il y a un débat aussi dans les agences, c'est qui écrit, enfin, qui est à l'origine, qui doit, une fois que le client a fait un brief plus ou moins bien. Moi, systématiquement, j'écris 100% des briefs qui passent à l'agence. Et j'ai des équipes projets, enfin des équipes de commerciaux qui très peu le font. Et j'ai parfois l'impression qu'il faudrait, c'est pas que je vais m'enlever une tâche de travail, mais moi, quand j'ai commencé chez Publicis Conseil à l'époque, nous dans les équipes commerciales, on rédigeait la base du brief et après on allait voir le planning en consultation pour soit ajouter ce supplément d'âme pour l'affiner, pour déterminer un angle qui va être vraiment pour moi le point de passage entre la strat et une première ouverture sur la créa. Et je sais du coup comment ça se passe aujourd'hui dans vos agences, enfin, pour ceux qui sont en agence ou dans des structures. Est-ce que vous avez 100% de la responsabilité du brief ou est-ce qu'elle est co-partagée avec des équipes qui sont face aux clients au jour le jour? Parce que moi, en tant que planeur, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de basculer, j'ai pas le client 100% du temps en ligne ou face à moi pour discuter de tout ça. Thomas, peut-être, tu as l'air de... Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Thomas Hello. Clément, je suis planeur stratégique dans une petite agence à Bordeaux. Avant ça, j'étais passé sur une agence du coup à Paris, chez Castor et Pollux. Ouais. Et justement, pour répondre directement en fait à ta remarque, Laurent, je suis un petit peu dans le même cas, mais justement complètement à l'inverse. En fait, avant, au sein de Castor et Pollux, j'étais présent lors de toutes les prises de brief et de la rencontre client. Et maintenant, en fait, dans la nouvelle agence, ils préfèrent justement que ce soit les chefs de projet qui prennent directement toutes les briefs pour ensuite après venir me briefer moi-même. Je suis assez d'avis que justement il y a un petit peu une perte d'information et une perte aussi, je pense, de feeling de sensibilité par rapport aux clients. Et du coup, c'est un petit peu un débat aussi qu'on peut avoir au sein de l'agence. Donc, c'est juste pour pouvoir partager ça avec vous.
Oui, mais pardon d'intervenir, parce que en fait, fonctionner comme ça suppose aussi de revenir, si on arrête de mettre tout dans le jardin des annonceurs et qu'on essaie de regarder aussi un peu ce qui se passe chez nous, quoi, consultant, qu'on soit en agence ou indépendant, ça suppose aussi de travailler comme ça, de beaucoup plus préparer la réunion de brief et de se poser cette question-là, ce que je trouve moi plutôt assez vertueux quand même comme boulot, parce que très souvent, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé de voir des commerciaux partir un peu juju, éventuellement, partir la fleur au fusil, et si on ne les rattrape pas par l'épaule, mais quelles questions vont être posées, on ne sait pas, quoi. On y va pour une conversation. Je pense que c'est quand même aussi de la préparation des réunions, que ce soit du workshop ou de la réunion plus traditionnelle. Il se trouve, moi, travailler dans mon passé pas mal pour des clients publics, donc des ministères, des agences gouvernementales, pour lesquelles il y a une des méthodes d'appel d'offres qui s'appelle le dialogue compétitif, qui est un peu un cauchemar parce que ça dure 5 mois. Mais en fait, ça ne s'appelle pas des workshops et ça ne sont pas des workshops, c'est des réunions de travail, mais qui ont le mérite d'être hyper travaillées. Après, voilà quoi, on sait que quand on s'engage dans un dialogue compétitif, la personne qui pilote le dialogue compétitif en question du côté de l'agence pour les 5 mois qui viennent, elle ne peut pas espérer avoir de vacances et que c'est un boulot de dingue qui est un tout petit peu rémunéré sur les dialogues compétitifs en général parce que les deuxièmes, voire troisièmes du classement sont rémunérés, mais pas du tout à la hauteur de ce que ça vaut. Mais en tout cas, il y a quand même cette rémunération. Pardon, Victor, je ne sais pas si ça confirme ou si ça infirme des choses que tu as pu voir, toi, dans ce fonctionnement nouveau-là. Thomas, je crois, non? Oui, c'était Thomas qui parlait à l'instant. Pardon, je croyais que c'était... Oui, pardon. Oui, ça va dans le sens, mais c'est justement là plus lors d'un appel d'offres, à ce que je peux entendre. Là, ce serait vraiment directement sur comment dire, un brief avec un client direct. Aussi savoir du coup si les planeurs strat sont conviés à cette première réunion, à cette première prise d'information, ou si justement laisser un petit peu les rênes aux mains des commerciaux. Moi, je pense que c'est... Après, ça dépend de l'application que tu as. Moi, je pense de mon point de vue, il est clé pour un planeur d'être à la réunion de brief client parce qu'il y a tout ce qui va rester dans un document écrit quand il est là. Vous avez bien compris que j'en ai pas toujours, moi. Mais il y a aussi tout ce qui va être dit et qu'il va falloir lire entre les lignes. En revanche, quand tu reviens à l'agence, commerciaux et planeurs, qui se lance dans la rédaction du brief en lui-même. Moi, encore une fois, je le fais 100% du temps. Je me rends compte que parfois, je peux passer à côté de certaines contraintes clients ou de certains points parce que je ne suis pas en worklist avec le client tous les mardis matins, parce que je ne suis pas au téléphone avec lui tous les jours. Après, il ne s'agirait pas de faire des workshops à l'agence commerciaux planeurs, puis des workshops de brief avec le client. Sinon après l'enjeu, c'est de ne pas démultiplier le temps. Et puis, ça pose une autre question. Une fois que le brief est rédigé à l'agence, qui que ce soit qui ait pu y participer, moi, j'ai aussi un deuxième débat. Moi, j'ai un avis là-dessus, mais voilà. C'est est-ce qu'il faut partager le brief au client avant de le partager avec les créatifs? Oui, ça, c'est moi, je ne suis pas toujours à l'aise avec ça, mais bon. Ouais, je sais qu'il y a eu des endroits où j'ai été où c'était obligatoire et c'est une conversation, un débat qui revient celui-là aussi. Hein. Oui, moi, j'ai tendance à préférer, quitte à avoir un document de référence avec le client, à avoir un autre brief en interne pour les créas. Mais oui, ça revient à la partie du boulot qui est plus... alors, il y a un côté, pour revenir aussi à un truc que tu disais tout à l'heure, Laurent, moi, c'est ce que j'ai connu aussi dans le passé, c'est que les commerciaux, je faisais le brief avec eux, ils rédigent la plupart des briefs quand il y en a plein, ils viennent me consulter, on en parle ensemble quand il y a besoin. Et je vais, moi, passer en tant que planeur, passer plus de temps sur les trucs qui, entre guillemets, le méritent. Hein. On décide ensemble comment partager mon temps. Et pour moi, un bon commercial, il les rédige. Quoi. Mais peut-être c'est moins comme ça en France, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même pas beaucoup bossé en agence à Paris. Et sinon, que c'est moins juste pour finir sur le fil qui était la séparation entre le brief en interne et le brief créa,
il y a un côté alors, il y a un côté du brief créa qui parfois va être sur des slides, parfois ça va pas être un truc écrit, qui est qu'est-ce que je fais moi pour inspirer l'équipe créative, moi ou quelle que soit la personne qui occupe cette fonction, quoi, qui va parfois être un peu un show qui est plus en interne pour les créas et pas du tout pour les clients, quoi. Une fois qu'on a attribué toutes les contraintes des clients, etc. Et donc là, ça revient sur une conversation autre qui est les différents types de briefs. Ou même la question de Thomas qui est un peu plus tôt que sur le chat, qui était quelles sont les alternatives au brief sur laquelle on pourra revenir aussi. Mais je pense que là, on touche à un point intéressant qui est, on a fait un peu la différence entre le brief client et le brief créa. Et on a parlé aussi des workshops, de la co-rédaction. Une question qui se pose, c'est où s'arrête la présence du client? Oui. Tu vois, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de l'embarquer jusqu'à la fin? Après, je sais qu'on va tous dire non d'instinct. Bon, ça dépend du client. Hein. Ça dépend des clients. Oui, ça dépend vraiment des clients. Ça dépend de la maturité du client. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que... Un petit tour de table aussi de ceux qui sont là, qui ont peut-être envie de prendre la parole. Allez-y, lancez-vous. Hein. Moi, j'allais dire que je suis quand même partisan de garder le client un peu hors quand même du brief créatif parce que, ça dépend. Oui, encore une fois, ça dépend quel client, mais c'est vrai que typiquement, si on reprend l'exemple du client qui a une faible maturité marketing, c'est le genre de scénario dans lequel c'est très facile de se retrouver avec un client. Ah oui, mais précisez-leur ça, et puis précisez-leur ça aussi, et puis précisez-leur ça. Et puis au final, on sort complètement de ce qui serait pratique pour un brief créatif, où justement on essaie d'être le dernier rempart entre vraiment la complexité du monde avec toutes les statistiques et tout, et les créatifs qui doivent se concentrer sur vraiment un aspect du message et de la campagne. Et donc, moi, je serais plutôt partisan de laisser le client en dehors du processus de briefing créatif et au contraire, de le faire rentrer une fois qu'on a quelque chose de concret à lui montrer. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que c'est difficile de se rendre compte du potentiel d'une idée stratégique si on n'a pas des exemples d'applications qui découlent de cette stratégie. Et on risque, en voulant trop montrer au client et en lui permettant de faire des remarques, alors que justement, c'est quand même nous qui sommes censés être les plus experts dans la question qu'on est en train de traiter. En faisant ça, on risque de se priver d'une bonne idée justement parce qu'en fait, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'on l'a pas présentée correctement au client. Alors bon, je sais pas ce que vaut cette phrase, mais enfin, il y a dans le monde des startups, on a l'habitude de dire, je sais plus quelle est la phrase exacte, mais n'expliquez pas, montrez-le. Bah là, c'est un petit peu la même chose. En fait, je pense qu'il y a un moment donné où il faut peut-être laisser le client de côté et revenir avec un aperçu du résultat plutôt que d'expliquer dans tous les sens qu'est-ce que ça pourrait être le résultat. Et que ça, c'est souvent plus persuasif, je trouve. Mais encore une fois, ça dépend du client. Il y a des clients avec des niveaux un niveau de maturité en communication qui est assez élevé pour avoir justement ce genre de discussion sans que ça mène à des espèces de monstres de Frankenstein, on va dire. Mais il faut bien cerner le client, quoi. C'est juste. Je ne sais pas si, comme Jérémy disait tout à l'heure, qu'on a d'autres personnes qui voudraient peut-être intervenir. Christina ou Carla, Camille, Martin, Léa, Emma, Étienne, Mohamed. Si vous voulez. Quand même, sur ce truc de manque de maturité, pardon. Sur ce truc de manque de maturité du client, en fait. Je me demande aussi dans quelle mesure, parce que quand même, quand on est en agence, c'est nous qui sommes supposés être ceux qui courent devant et qui les emmènent. On peut trépigner et se dire c'est vraiment nul. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner cette montée en puissance? Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a deux choses. Il y a le management qui fait que quand même tout le monde a 112 priorités et qu'on sait bien que quand on en a 112, ça veut dire qu'il n'y en a plus aucune en fait. Et que peut-être la piètre qualité des briefs reflète aussi ce truc de je ne sais pas moi-même ce qui est le plus important dans ce que je dois faire ou dans ce que je veux faire.
ou je ne veux pas trancher parce que ça me met dans une situation délicate. Et puis, il y a la question de aussi qui, du côté du client, est aux manettes du brief. Parce que si c'est des gens qui sont très opérationnels, voilà, évidemment, ils n'auront pas forcément le final cut à tout le moins. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se dire il faudrait prendre des clients en régie, un peu comme de temps en temps les agences ou les indépendants vont en régie chez l'annonceur. Est-ce que ça peut être une solution parce que je veux dire, c'est un truc qui serait possible à faire. En tout cas, ça se fait dans certaines agences, de vraiment internaliser des gens avec des clients qui sont clients depuis longtemps, avec lesquels il y a une vraie proximité, d'internaliser des gens pendant 6 mois. Et qu'est-ce que c'est, à ce moment-là, les conditions pour que ce soit un succès, quoi. Ça existe, ça, c'est Armstrong qui fait ça, l'agence Armstrong. Quelques-unes d'autres aussi suivent. Et donc, on a Martin qui voudrait peut-être prendre la parole. Ouais, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là et de vous rencontrer parce que je ne viens pas du milieu des agences comme vous, mais je travaille beaucoup sur la créativité, notamment en recherche. Je fais des conférences là-dessus, notamment pour expliquer le process créatif. Et j'ai tendance à dire que les mauvais briefs font les mauvais créatifs. Et du coup, je dis à mes étudiants ou à des clients que je peux avoir, c'est comme si tu viens un brief à Bocuse pour qu'il te fasse de la bouffe. Si tu lui dis pas ce que tu n'aimes pas, il va te faire la meilleure bouffe du monde, mais tu vas pas aimer, donc tu vas te dire qu'il est mauvais cuisinier, quoi. Et du coup, ma question, c'est... Et puis, l'autre jour, je discutais avec une boss d'agence et qui me parlait, je pense, on parlait de créa, elle me disait, je lui demandais les plus belles idées qui étaient sorties dans son agence. Donc, elle m'avait sorti une idée et elle m'avait dit, je lui avais demandé comment c'était né un peu tout ça. Elle m'avait dit, mais moi, quand mon directeur créatif, je lui apporte un brief, il me dit, mais parle-moi, parle-moi. Et du coup, je vous ai réalisé qu'en fait, faire le brief, c'est déjà être dans le process créatif. Et qu'en fait, même si elle n'était pas créative et dans l'équipe créative, en fait, elle faisait partie de ce processus créatif parce que, en fait, sans brief, c'est tellement vaste que tu ne peux pas avoir un angle, etc. Machin. Du coup, ma question, c'est de savoir, et je rebondis un peu sur ce que tu disais, est-ce qu'effectivement, vos clients sont conscients qu'ils font partie, à partir du moment où ils vous demandent quelque chose, ils vous demandent un brief, ils vous font un brief, ils font partie du processus créatif. Ce qui ramène un peu la première question, c'est comment vous arrivez à les motiver pour que cet espace, cet instant de brief qui souvent paraît chiant, et un peu le truc genre, vas-y, je me débarrasse et vous les créatifs qui êtes super forts et qui avez plein d'idées, vous allez me trouver une idée. En fait, de leur montrer que plus ils sont précis dans leur brief sur ce qu'ils veulent, alors bien entendu, passons du côté des grosses agences qui n'arrivent pas à prendre de risques ou parce qu'ils ont trop grosse pression, donc ils n'ont pas de vrai choix, donc c'est sûr, ça donne un brief compliqué derrière. Mais est-ce que vous arrivez à leur expliquer ce que c'est que l'importance du brief, en fait, pour qu'ils soient un peu plus lâchés, un peu plus avec vous, en fait, dans ce process? Je ne sais pas si je suis clair. Ben, si c'est très clair, moi je vais te répondre non, parce que je ne m'étais jamais posé la question en ce sens-là. Et comme déjà 70% des commerciaux ne se sentent pas impliqués, dans les agences, ne se sentent pas impliqués dans le brief créatif, en pensant que leur boulot s'arrête. Après, c'est un problème en France. Hein. Ouais. J'ai aussi bossé un petit peu en Angleterre rapidement, mais c'est que tout est tellement cloisonné dans une agence, tu veux, que... Déjà, moi, les commerciaux ne se sentent pas impliqués dans le processus de création quand ils interviennent sur le brief d'une manière ou d'une autre. Alors, les clients, je dirais encore moins. Et effectivement, il y a peut-être un truc à creuser là. C'est intéressant. Je pense qu'on le prend un peu, we take it for granted, comme ils disent les Américains. C'est-à-dire, c'est un truc qui a toujours été là, c'est une étape obligée. Le client vient, on fait une réunion, il nous brief, après on repart en agence. Je pense que personne n'a vraiment pris le temps de revoir un peu cette étape qui est le brief. Et je pense que nous, on parle du brief, mais en fait, en vous entendant vous parler, je me dis qu'il y a des briefs, en fait, parce que ça dépend des situations, ça dépend des campagnes, ça dépend des projets. Et chaque brief a ses besoins, chaque brief... Et peut-être que le mot brief aussi... Ouais, moi, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est que le processus créatif ne se résume pas au brief, en fait. C'est que sur 3 semaines, il va y avoir énormément d'événements, micro, macro, etc., avec des rebondissements. Et en fait, c'est tout un
tout le mois entre on commence à se parler et on arrive à quelque chose, est fait de petits moments magiques où il va. Voilà, moi, je me souviens d'avoir fait des réunions sur Lancôme avec, dans une pièce, dans une chambre d'hôtel, plein de rouge à lèvres partout pour trouver les couleurs. Je me souviens d'avoir envoyé des questionnaires aux rédactrices en chef des magazines américains. Je me souviens d'avoir regardé les 20 films les plus intéressants et d'en avoir fait des extraits. Je me souviens de m'être engueulé avec un directeur de création. Je me souviens d'être allé prendre un pot avec le client. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait qui vont faire qu'il va y avoir des micro-échanges qui vont être créatifs. Et finalement, je me demandais, en vous écoutant parler, si la créativité, c'est pas justement ce qui n'est pas prévu, quoi. Enfin, l'idée créative est toujours imprévue, en fait. On peut toujours la préparer. Elle va arriver ailleurs, en fait. Et je me souviens pas d'avoir écrit un brief où il y avait l'idée dedans, quoi. Enfin, je suis complexé parce que tous les créatifs, tous les planeurs disent ouais, j'ai trouvé un angle avec une idée, enfin, qui arrive avec une idée créative. Etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle n'y est pas et qu'elle arrive après, quoi. Alors, oui, elle arrive après, mais ça repose la question de l'angle, qui pour moi est vraiment dans les briefs créa, l'angle, et ça dépend de tes clients, ça dépend de la nature de la direction de création. Moi, j'ai bossé avec des directeurs de création qui étaient meilleurs planeurs que moi. J'ai aucun problème à le dire, qui étaient de très, très bons planeurs et de très bons directeurs de création par ailleurs, mais qui, si tu veux, qui remettaient en cause mes insights, mon angle. Je pense qu'il y a aussi un défaut dans les agences. Je parlais de ce côté interrogation écrite, qui est un modèle quand même qu'il faut casser. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en workshop. Quand je dis interro écrite, c'est je t'envoie un truc, tu me réponds. C'est vrai entre le client et les agences, et c'est surtout vrai dans les agences. Moi, je l'ai vachement constaté dans les agences où je passais. Il y avait ce côté, on brief les créas, vous avez 2 semaines. Oui, tu as le droit de venir me voir, vous avez le droit de venir nous voir pendant les 2 semaines si vous avez des questions sur le brief, mais tout d'un coup, ça donnait une espèce de point de départ. J'ai l'impression, en tout cas, moi, des exemples, là, je parle vraiment en interne au sein d'une agence, je ne parle pas vis-à-vis du client. J'ai l'impression que parfois, on ne passe pas assez de temps, nous, planeurs, à discuter avec les créas avant que le brief devienne officiel. Et je pense qu'à un moment, un brief doit devenir officiel parce qu'il y a des notions de timing et qu'on ne peut pas rediscuter tout le temps des choses, sinon tu t'en sors jamais. Mais je trouve que cette étape de discussion entre le planning, les commerciaux et la direction de création, avant que le document soit définitif, avant qu'il soit délivré aux équipes créatives sous l'égide de leur directeur de création. Peut-être que ce temps-là, on passe peut-être pas assez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans mes expériences. Il y a Carla qui aurait parlé, je crois. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Jérémy. Je suis assez d'accord. Je pense qu'une idée créative arrive de manière inattendue et qu'elle est souvent déstructurée. Mais justement, peut-être parce qu'avant, il y a tout un cheminement qui doit être extrêmement structuré et qui doit partir du client. Et le client, pour moi, alors comment, je ne sais pas encore. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous tous ce soir et de vous entendre tous parler. En revanche, je pense que le client doit être extrêmement responsabilisé. Et oui, il y a une étape de traduction du brief à faire puisque on ne fait pas les mêmes métiers que le client, on ne réfléchit pas de la même manière que le client. Et c'est aussi nous, notre étape et notre travail en fait, de conseil et d'expertise stratégique créative, peu importe, finalement nos métiers fonctionnent de concert, mais si le client n'est pas responsabilisé et qu'effectivement, je ne sais plus qui disait que en fait ça passe aussi par l'entretien et par la façon de faire parler l'autre et donc du coup de poser des fondations qui vont nous permettre d'avoir une feuille de route claire. Sans ça, je pense que si on n'arrive pas à structurer ça de manière extrêmement précise et finalement de manière extrêmement organisée et minutieuse, rien n'arrivera de manière déstructurée. Il n'y aura jamais cette idée folle et inattendue qui sort de nulle part. Le processus traditionnel d'un planeur, c'est les 3 cercles avec l'idée créative qui sort des 3. Donc, c'est marché, marque et conso. Et en faisant cette analyse-là, normalement, au croisement des 3 cercles, on trouve notre Big ID. Et après, il y en a d'autres qui partent du principe que tout ce qui est interdit est justement ce qu'il faut faire. Voilà. Oui. Après, faut-il le vendre? Voilà, c'est ça. Après, je crois que si tout est justifié aussi, et c'est ça, c'est alors
Moi, je suis plutôt côté média, donc je suis chez Dentsu et dans l'entité partenariat média, Storylab du coup. Donc je suis pas vraiment planeur. On a des planeurs, nous. Je suis ce qu'on appelle une creative strategist et je suis un peu seul en finale dans mon agence avec mon expertise. Ouais, on joue sur les mots, content strat, creative planner, enfin bref, on se comprend tous. Mais finalement, c'est toute la complexité aussi pour nos quotidiens, c'est de se mettre un moment à parler le même langage et déterminer une feuille de route extrêmement précise et le calibrer, partir d'un contexte, partir d'un constat, partir d'une stratégie publicitaire, partir de valeurs, partir de l'ADN. Et ça peut très vite partir dans tous les sens. Et c'est compliqué, mais c'est... Et finalement, c'est ça aussi qui fait la beauté de nos métiers et de nos recos, c'est quand on s'arrache les cheveux, nous par exemple, avec à la croisée de toutes les expertises qui soient donc strat créative, éditoriale et médias, c'est réussir à justifier nos partis pris. Et finalement, on s'est rendu compte, nous, en interne, que dès qu'on arrivait à justifier tout, déjà, on était énormément plus à l'aise à défendre notre recommandation et à la vendre. Et finalement, on était moins abreuvé de questions et les clients ne nous quittaient pas avec des questions, puis après ils dorment dessus et donc du coup il y a des nouvelles questions qui arrivent, etc. Donc c'est un énorme travail pédagogique aussi. Ouais, et ça pose un autre point, ce que tu dis qui est très intéressant, c'est que quand je dis que la liste des courses s'allonge, c'est-à-dire que quand tu regardes la liste de supports, quand moi je fais un brief à la créa sur l'automobile, donc tu as du print, potentiellement de la vidéo, de l'influence, je vais mettre de côté le CRM et l'UICRM, mais ça peut rentrer dedans. Hein. Moi, depuis, et qui demande un travail de déclinaison de dingue, hein, et un temps de dingue aux équipes créatives, moi, de plus en plus la liste de courses s'allonge, et ça a une vertu. Alors, on n'est pas tous d'accord à l'agence là-dessus. Je me bats un peu sur ce point-là, mais bon. C'est que des fois, je demande au créa de juste faire un key, tu vois, par piste, de commencer par un key visual, enfin, de résumer la campagne. L'idée, en fait, plus que la campagne, en une annonce print, où généralement, c'est plutôt comme ça. En fait, quand je dis un visuel, c'est un peu réducteur, mais quelque chose qui incarne la strate et l'idée créative et le territoire créatif ou l'idée créative en une image et avec une image et des mots, point. Alors, l'appareil, il faut des clients en face qui ont une maturité marketing, comme on disait tout à l'heure, ou de communication suffisante pour que tu puisses d'abord leur présenter ça et que s'ils achètent le concept, en fait, qui est déjà un concept créatif, après, plus tranquillement et plus sereinement, tu puisses le décliner. Parce que moi, j'ai trop vécu de cas où c'est aussi de la faute des clients, mais aussi des agences où tu déclines en bannière, en machin, en gna-gna. Alors, je ne parle pas des compètes, hein, ça c'est différent. Et où tout d'un coup, comme tu as passé plus de temps à remplir les canaux ou à remplir la liste de courses qu'à te poser des questions sur l'idée ou la créa. Et moi, je constate aussi chez certains créas, plus ça se digitalise, plus le nombre de supports de canaux explose, en passant par des OPSP, des trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression que le niveau créatif, je parle bien créatif, pas stratégique, baisse au fur et à mesure que la digitalisation accélère. C'est-à-dire que même la pertinence des canaux, j'écris aussi des briefs pour Havas, hein, c'est-à-dire qu'un brief créa, ça peut être aussi un brief média, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai l'impression que plus les canaux se démultiplient, plus on se satisfait d'avoir réussi à remplir chaque canal avec le bon format ou avec le bon truc, et que l'idée créative ou l'énergie créative baisse de plus en plus. Alors, ça dépasse ce problème moi, c'est un constat que je fais aussi et qui m'affole un peu, hein, je vous avoue. Ouais, ça, c'est intéressant parce que je pensais à un truc basé sur ce que Carla disait tout à l'heure et ce que tu viens de dire, Laurent, aussi, qui complexifie aussi, qui rend plus compliqué le genre de brief et le genre d'instruction et de relation avec les clients que j'ai vécu quand j'ai bossé en agence digitale, mais qu'il y en a d'autres. Hein. Donc, on multiplie le nombre de canaux qui peuvent justifier, surtout quand il y a beaucoup d'agences. Moi, j'ai eu cette perspective-là quand j'ai bossé pour des agences qui n'étaient pas l'agence principale traditionnelle de pub, où quand même on essaye de tirer la couverture un peu à nous en disant ouais, mais non, mais eux, ils ne comprennent pas ce canal, il faut un brief différent. Parce que moi, mon agence est spécialisée en trucs TikTok et regarde, monsieur client, je vais t'expliquer ce qui se passe de ce côté-là. Les autres dans l'agence, ils n'ont rien compris. Nous, on va essayer de te vendre un truc. Vous voyez tout le genre de situation dont on parle, avec la complexité, le nombre de canaux différents qui s'étendent. C'est vrai, alors c'est pas évident à équilibrer entre
il y a un côté où c'est vrai que ça peut demander des compétences spécifiques de traiter certains canaux et en même temps de respecter ou d'essayer de respecter une idée de ligne directrice. Et en plus de ça, avec Laurent, ce que tu disais, j'avais eu ce débat plein de fois sur essayer de vendre le concept d'abord, qui est vraiment un gros challenge pour certains clients, parce qu'ils sont là, ouais, mais bon, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce que tu vas faire avec. Enfin bon, donc là, je continue à ouvrir. Mais c'est vrai que en plus, plus il y a d'agences, plus ça devient compliqué, plus il peut y avoir de briefs différents qui parfois sont même justifiés de dire, bah, OK, c'est vrai que dans ce style particulier, dans ce canal particulier, le concept même global et même prenant un concept créa qui a déjà été établi, on peut l'emmener dans une direction différente avec un canal, un média, un machin, quoi. Dans cette complexité, et en tout cas, nos outils continuent de fonctionner. Par exemple, le fait d'avoir un insight avec un bénéfice émotionnel et rationnel et une raison de croire et une catchphrase, c'est un outil qui continue de bien marcher, ça. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que certaines personnes le connaissent. J'avais une question pour vous là-dessus, parce que moi, et ça rebondit aussi sur ce que certains trucs que Laurent disait, l'expérience que j'ai eue quand j'étais à Londres, alors c'est un mix d'agences et de lieux, je ne sais pas trop, mais j'ai eu, quand j'étais à Londres, à Singapour, des très bonnes, donc plutôt ambiance britannique, des très bonnes relations en général avec les équipes commerciales et avec les créas pour vérifier les briefs avant, pour en discuter, pour travailler dessus ensemble, pour travailler avec les créas, les briefer, qui reviennent. Bon, il y a toujours un peu de débat ou si j'ai trouvé une idée différente, évidemment, ça arrive. Mais comparé à quand j'ai bossé aux États-Unis, alors je ne sais pas si c'était en particulier l'agence pour laquelle je bossais, peut-être il y avait un peu de ça, mais il y avait vraiment une grosse déconnexion avec l'équipe créa quand j'étais aux États-Unis. Et eux, ils allaient vraiment dans leur coin faire un truc, aucune discussion. En général, ils allaient faire des insights qui n'avaient rien à voir avec le brief que j'avais créé, qui revenaient avec. Et je me demandais quelle était votre expérience sur Paris, en fait, s'il y avait le deux genres d'extrêmes ou une tendance vers un sens ou l'autre, des créas qui vont faire leur truc dans leur coin ou, Est-ce que l'agence américaine était beaucoup plus grosse que les autres ou c'était pas une question de taille? Non, c'était BBDO à Chicago, on était 200. C'était la même taille que ce que j'avais à Singapour, plus petit que celle de Londres, mais enfin, gros réseau, grosse agence. Et en plus, une directrice créa avec qui j'avais bossé à Singapour aussi. C'était vraiment juste l'ambiance de l'agence qui était très différente. Donc, il est possible que ça ait rien à voir avec les États-Unis. Je ne sais pas. C'était peut-être juste l'agence où j'étais. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, quand tu rentrais dans le bureau de créa pour briefer, même quand tu étais chef de pub, tu faisais pas trop le malin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que la fierté créative, mais je parle pas de fierté mal placée, je parle vraiment de la fierté. J'ai l'impression que la fierté créative, elle est en train de s'estomper de plus en plus. Comme je disais, l'énergie, le niveau créatif, l'énergie créative, j'ai l'impression, je parle pas que de mon cas personnel, c'est aussi en discutant avec des potes qui sont dans d'autres agences, que le niveau créatif est en train de s'effacer derrière la complexité des canaux. Je ne veux pas parler de la data. Moi, ça me manque parfois. Tu vois, moi, les créas avec qui je bosse, on fait un brief, il y a un angle, il y a une idée, il y a ça. Moi, je pars du principe que c'est des gens qui ont une certaine expérience, tu vois, qui ont 20, 25, 30 ans d'expérience. J'estime pour le coup que si jamais ils sortent du brief, mais qu'ils respectent les contraintes, pour ça, j'en reviens aux contraintes aussi. Moi, j'ai pas d'amour propre par rapport à ça, si tu veux. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'interroge, c'est l'énergie l'implication que vont pouvoir y mettre les créas. Même si je comprends que parfois, ils sont un petit peu désabusés par les retours clients, parce que, pareil, le niveau créatif des clients, on ne peut pas dire qu'il aille vers le haut. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça, c'est qu'il y a moins d'agences créatives. Et je ne sais pas, moi, une campagne, je sais pas, pour Orangina, là, je crois que maintenant, c'est 100 000 €, quoi. C'est ça. Oui, il y a exactement aussi ça. Et donc, tu te dis, putain, je vais pouvoir faire une bonne créa. Et donc, ben oui, j'ai 100 000 €. Donc après, tu te dis, putain, comment je vais faire? Donc, je vais devoir travailler à perte. Donc, oui. Non, mais tu as raison. Tu as aussi l'explosion des budgets vers le bas. C'est vrai. Oui. Et puis des trucs comme le gros pitch Coca-Cola qui a été fait en décembre, qui a pris 1 an au niveau global, qui ont réduit et consolidé un nombre d'agences en moins. Je ne sais pas de combien ils ont réduit leur budget total au niveau mondial, mais clairement, ils ont dû le réduire, je pense, j'imagine, vu qu'on est censé mutualiser, économiser. Après, j'imagine que les budgets sont dans les agences médias ou dans les médias. Oui, de plus en plus. Oui.
Et donc, il y a certainement un gros intérêt à faire travailler créatif et médias ensemble. Oui. Oui. Et par exemple, nous, on bosse avec Havas. Il y a un deal global au niveau monde Innocéant Havas. Quand je suis arrivé il y a 4-5 ans à l'agence, Havas faisait des briefs médias dans son coin. Nous, on faisait nos briefs créa contenu dans le nôtre. Et puis, et comme toute agence média, ils internalisent de plus en plus de créa et puis de compétences surtout. Hein. En social, en digital, en partenariat sportif, ils ont des compétences qu'aucune autre agence, si elle n'est pas spécialisée, n'aura. Mais ce qu'on a réussi à faire au fil du temps, c'est que tout brief qui vient du client, toute demande qui vient du client, commence par un brief qui est rédigé chez nous, dont je vais discuter après, que je vais partager avec des planeurs strat Havas. Et à partir du moment où on est d'accord, en tout cas, on essaie d'avoir un seul document de référence. Et ça va donner lieu à une strat média, ça va donner lieu à des idées d'OPSP, ça va donner lieu à des idées d'influence, ça peut donner lieu à une campagne chez nous, enfin, une campagne plus classique chez nous. Mais on essaye vraiment le plus possible maintenant d'avoir un doc pour éviter, comme tu le disais tout à l'heure, un doc pour l'agence spécialisée en social, un doc pour l'agence spécialisée en, j'en sais rien, en event. Donc, mais ça demande énormément de temps. Je veux dire, plus il y a de canaux, plus il y a de compétences pour les remplir. Enfin, plus ils ont des formes particulières, plus il y a des compétences créatives pour les remplir ou des savoir-faire créatifs. Et c'est vrai que du coup, ça démultiplie potentiellement les briefs. Nous, au contraire, on essaye de les reconcentrer, parce que sinon, on s'en sort. Enfin, plus personne ne s'en sort. Oui, et puis plus on multiplie ce genre de choses, comme tu disais tout à l'heure, il y a le côté bosser ensemble pour écrire le brief qui peut être vraiment bien, mais il y a aussi la dérive du workshop où on discute pendant 3 heures d'un truc, et puis quand les gens s'en vont, c'est pas clair qui doit faire quoi. Parce qu'il y a aussi quand même, pour revenir à la définition vraiment parce que bon, en tant que planeur, j'aime bien les définitions de mots, la définition du brief, à la base, c'est juste avoir un set d'instructions claires sur qui doit faire quoi, au gros. Oui. Avant même le brief créa, les angles et les insights. Hein, ça, oui, bien sûr. Là où je me suis le plus amusé, c'est de faire travailler une boîte de prod avec la régie Le Monde, quoi. Je sais que ces deux-là ensemble, il va se passer un truc. Enfin, les cartes sont bonnes, quoi. Et le reste, j'attends et puis j'espère que de là va naître quelque chose qui va pouvoir basculer ailleurs, quoi. Ouais. Sofiane, tu es avec nous? Yes, tu m'entends? Ouais, non, je me demandais est-ce qu'on veut couvrir encore d'autres trucs avant de conclure, clore Moi, en fait, on a parlé un peu, on a parlé beaucoup même des différentes problématiques. Ma question maintenant, la dernière question, ce serait comment on pourrait améliorer les choses créativement? Comment on pourrait être créatif par rapport au brief et revoir le format? Si on pouvait rêver un peu, ça serait quoi en termes de logistique, en termes de timeline, en termes de support, réfléchir. On va pas demander à la SCC mais quoique, travailler, mais peut-être au niveau à notre niveau là maintenant tout de suite, tout ce temps qu'on est, c'est peut-être réfléchir à un format de brief qui forcément peut s'inspirer des fameuses copystrat ou des fameux formats qu'on a tous connus à nos débuts, mais qui peut-être aussi, j'ai pas la solution maintenant évidemment, prennent en compte le fait qu'à l'époque, quand on briefait, je parle en agence de pub, il y avait 3 médias possibles. Aujourd'hui, il y a 50 façons de créer, enfin il y a 50 canaux différents ou 100 canaux différents qui vont donner des contenus très spécifiques qui doivent tous répondre à la même idée ou au même concept. Mais peut-être qu'il faudrait se pencher sur un format de brief un peu plus officiel. D'accord. Je sais pas. Moi, j'ai une idée. Ça serait un brief pour Miro. Donc, on travaillerait sur Miro des boîtes à assembler au fil du temps. Et c'est un work in progress sur Miro et c'est collaboratif. Et on commence un jour et on finit un autre. Mais voilà, c'est collaboratif et il y a des images, il y a des visuels, il y a des textes, c'est le bordel. Et... Voilà. Donc, Miro, c'est l'outil avec les post-it en ligne, c'est ça? Ouais. C'est ça.
Enfin, c'est un D'accord. truc Donc, toi, tu le vois, Jérémy, sur whiteboard plus... de collaboration visuelle qui a plein de trucs différents, un mural qui est un peu Voilà. similaire. Moi, Miro, j'imagine j'aime que bien. le bon brief, maintenant, il se passe là-bas il est collaboratif. Et il y a 20 personnes connectées sur cette planche et on planche ensemble. C'est une idée comme ça, voilà. Moi, j'aimais bien ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Carla qui disait ça, qui était avoir un langage commun. Et je trouve aussi que la rédaction, si on fait un truc comme ça sur Miro, que la rédaction bullet points est particulièrement tuante de ce qu'on dit. Et que c'est bien de rédiger, quitte à aller un peu dans les trucs de langage parlé, quoi, mais de rédiger quand même. C'est-à-dire pas faire que du post-it 3 mots. Moi, une fois, j'ai Parce que eu un client sinon, qui. on comprend. Pardon, vas-y, Victor. Oui, non, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y. Ah oui, pardon, je disais, moi, une fois, j'ai eu un client qui nous a envoyé un brief, parce que généralement, les briefs, c'est plutôt des PowerPoint, et il nous avait envoyé un brief, c'était 4 pages Word, mais vraiment rédigé. C'est C'est-à-dire même pas bien. de. Comment? T'as trouvé ça bien ou pas? Bah bon, après, moi, le contenu, je pense que si ça avait été fait d'une certaine manière, ça aurait pu être pas mal, mais le contenu de ce qu'il y avait dedans, au final, c'était pas terrible. C'était plutôt c'était de la lecture pour rien, en fait. Hein. Mais une fois, ouais, j'avoue que c'est quand même assez surprenant, et c'est vrai qu'on a tellement pas l'habitude de recevoir des briefs qui sortent un petit peu des sentiers battus comme ça que le premier réflexe, c'est quand même de se dire non, mais c'est pas possible, il a jamais travaillé avec une agence, celui-là. Alors qu'en réalité, si on le réoriente, on va dire d'une certaine manière, c'est vrai que ça peut être assez cohérent, quoi. Mais après, je sais pas non plus parce que ça, enfin, j'imagine que ça a ses avantages, mais ce qu'il y a, c'est que quand même le métier de planeur, c'est aussi un petit peu de simplifier la complexité des choses et revenir à un format totalement écrit. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on écrit dedans et de combien on écrit, mais quels autres problèmes est-ce que ça amène, quoi? C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les mêmes informations que dans un brief PowerPoint parce que le client veut toujours en dire un peu trop, mais on va l'avoir en format Word. Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais, t'as raison, mais toi. Par rapport Vas-y. à cette idée-là, moi je sais que les meilleures idées que j'ai eues, c'est en lisant un texte et en lisant entre les lignes, mais littéralement. Hein. Mais quand oui. il y a un mot qui est mal utilisé dans le texte ou quand il y a une incohérence quelque part, c'est qu'il y a un truc qui se passe en fait. Et donc, plus c'est rédigé, plus moi, j'arrive à voir des écarts, des moments où ils ont voulu y aller, mais ils ne sont pas allés, ils se sont trompés, etc. Et ça, ça m'a souvent inspiré, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça aide, mais... Je suis assez d'accord. L'idée, c'est vraiment de... Enfin, c'est pas toujours simple et on n'y arrive pas toujours, hein, mais effectivement, et c'est l'exercice qui est intéressant, qui peut aussi très vite être agaçant, c'est d'aller décortiquer et d'aller essayer de trouver ce que le client n'arrive pas à nous dire, ce que le client n'arrive pas à exprimer. Oui, mais ça pour moi, c'est le truc le plus intéressant. Moi, j'ai pas mal d'appels d'offres sur des gros appels d'offres où tu as une partie de l'équipe Newbies, de ce Newbies-là qui va prendre le brief, mais où tu ne peux pas emmener tout le monde, notamment quand tu as 2 personnes en face de toi, et où on demandait l'autorisation d'enregistrer la prise de brief, même si on a un document écrit après, comme en compète, comme tu as des marieurs généralement, des VT-Scan ou autres, ils cadrent quand même les appels d'offres de sorte à ce que tu aies des documents écrits, donc c'est déjà plus vertueux. Mais nous, on enregistrait les réunions, l'audio des réunions, pour justement comprendre tout ce qui n'était pas écrit dans le brief, ce qui avait été dit ou pas assumé, comme tu le disais tout à l'heure, Jérémy, mais parce que c'est là où pour moi, et c'est là où je trouve le métier de planning hyper intéressant, c'est justement d'aller choper entre les lignes des raccourcis que tu n'as pas dans le brief. Moi, aujourd'hui, quand je demande à certains clients de remplir la partie de brief sur c'est quoi le service ou l'offre que vous voulez, racontez-moi le service ou l'offre, enfin, en gros le pack shot, ce qu'on doit faire apparaître, il y a parfois des clients qui sont pas capables de faire des choix, on le sait, parce qu'ils veulent toujours tout raconter, mais des fois qui sont même pas au clair là-dessus. Vous imaginez quand vous briefez les créatifs, quand vous êtes dans le rationnel du produit ou du service, et que vous savez vous-même que le client ne sait pas trop si c'est ça ou pas ça, ce qu'on demande in fine aux créatifs, ou ce qu'on va détruire de leur création 3 semaines après, c'est incroyable. Donc déjà, si les clients étaient capables, et j'adore les clients, mais de synthétiser le service ou le produit
et de hiérarchiser ça, on le sait, les informations qu'on doit faire apparaître, parce qu'à un moment, en 30 secondes ou en une image, ou même dans une campagne d'influence, on ne peut pas tout balancer. Déjà, là, il y aurait d'énormes progrès. Et je suis tout à fait d'accord. Et tu as dit un mot-clé pour moi dans tout ce que tu viens de dire, c'était très intéressant, faire des choix. Et pour nous, enfin pour moi, pardon, c'est juste, je pense qu'on est vraiment tous d'accord pour ça et que j'enfonce une porte ouverte, c'est à nous de faire les choix pour le client parce qu'effectivement, un chef de produit, il vit pour son produit, il aime son produit, il dort, il pense à son produit. Donc l'idée, lui, c'est de l'aider justement à lui dire, écoute, j'entends tout ce que tu me dis et c'est super, merci. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à aller chercher sur cet axe-là pour telle raison. Et enfin voilà, et là, j'enfonce une énorme porte ouverte, mais c'est vrai. Et c'est ça l'enjeu. Et nous, on a eu le cas chez nous avec un client qui est super, qui est Michel et Augustin. Mais en fait, ils ont énormément de choses à dire et ils veulent tout dire et ils sont hyper créatifs et ils sont hyper regardants surtout parce qu'en fait, ils veulent regarder tout de A à Z. Et en plus, ils sont hyper matures justement d'un point de vue marketing, d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue créatif. Et on s'arrache énormément les cheveux et c'est compliqué. Mais finalement, c'est les briefs où on a sorti, je pense, les idées créatives les plus intéressantes. De toute façon, un client qui a il y en a d'autres, hein, des clients qui ont des exigences ou des expertises créatives. C'est ceux qui te poussent le plus. Enfin, pour moi, c'est ceux qui t'amènent à aller le plus haut. Ah bah ouais. C'est les plus challengeants. C'est les plus challengeants. Et c'est là où on parle. Enfin, là, pour moi, on passe d'un brief subi à un brief effectivement où il faut challengeant, mais tu sais que c'est pour aller vers le haut. Oui, je suis d'accord. Par rapport à la question de Sofiane, parce qu'on va devoir bientôt se quitter, donc le brief idéal, hein, donc ça serait là par un client lui-même créatif et exigeant. Quelqu'un d'autres idées sur ce brief idéal, moi, c'est horrible. Hein, ce que j'ai dit au début, je fais un peu exprès de dire ça, mais c'est un brief avec toutes les contraintes. J'aime bien moi, un brief idéal, c'est un brief de contraintes. À savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout, après, il faut les hiérarchiser, mais c'est pour ça que je parle de la Web 1, c'est plus simple parce que c'est on-off, quoique il y a plein de campagnes qui sont faire toquer et tout, mais un brief de contraintes, ouais. Enfin, en tout cas, pas que de contraintes, mais je pense que dans la partie. Contraintes, c'est ce que l'on attend ou c'est ce que l'on ne veut pas? Les deux. Les deux. En fait, tu as les contraintes. Tu as les contraintes de il faut respecter la charte, machin, tu as les contraintes de ce qu'on ne veut absolument pas. Et puis, on pourrait dire les passages obligés. Ouais, les passages obligés. Et ça, après, c'est de la sensibilité, c'est de se dire, OK, je sens dans la discussion que j'ai avec le client ou dans le brief qu'on a échangé que si ça, pour moi, c'est le boulot du planeur aussi. Hein, il y a de la psychologie, mais si ça est dans la restitution créative ou dans le retour de brief, quel que soit le truc, à partir de là, on va nous écouter. Ou à partir de là, le client va être entre guillemets soulagé et va ouvrir ses oreilles à la création ou ses yeux sur la création. Voilà. Moi, je crois beaucoup dans les contraintes. Ouais, voilà. D'accord. Victor, ça me rappelle un peu une citation, je ne sais plus qui disait en anglais Give me the freedom of a tight brief. Ouais, c'est ça. And constraints begets creativity. C'est quoi? Une autre citation que j'ai utilisée aussi plusieurs fois. Bah ouais, les meilleurs briefs, c'est ceux qui ont des contraintes. Ouais. C'est clair. Mais pour éviter le côté, on peut aller dans tous les sens et dans tous les canaux. C'est pour ça que je trouve que la contrainte, elle va être de plus en plus importante parce que le champ des possibles est tel. Il n'y a rien de pire qu'un client qui te briefe en disant bon bah je sais pas si voilà j'ai tant de budget pour la médiatisation. Regardez, voyez si vous préférez faire une campagne d'influence ou une campagne machin Je veux dire, il y a aussi des briefs qui sont trop ouverts aujourd'hui. Moi, j'ai une tendance à vouloir refermer les choses. C'est pour ça que je parle de contraintes. Et je pense aussi vachement aux créatifs qui vont bosser derrière. D'ailleurs, je ne pense qu'à eux. Parce que moi, les strates, ce qui sort derrière, c'est une création, ce n'est pas une strate. Donc, moi, ça m'obsède un peu cette notion de contrainte, vraiment. Martin qui nous challenge sur la créativité, hein, puisque c'est son sujet de réflexion. Quel serait le brief du brief parfait? Ça, c'est facile. Le brief du brief parfait, c'est celui qui nous permet de faire des choses qui n'existent pas encore. Ça peut, effectivement.
Moi, j'aime bien regarder le monde tel qu'il pourrait être et non pas tel qu'il est. Et ce basculement entre tel que les choses sont aujourd'hui et tel que les choses pourraient être, c'est là toute ma créativité. Et voilà, je ne sais pas si ça vous inspire ou ça te... Voilà. Et est-ce que le brief parfait, c'est pas celui qui te permet d'aller toucher le consommateur que finalement tu ne pourras jamais toucher? J'essaye toujours de... Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts comme ça. Parler d'appareil auditif aux sourds, par exemple. Exactement. Exactement. Et quand tu es amplifon, comment tu fais pour convaincre un sourd de me poser des... Mais c'est souvent... Un sourd aveugle, hein, bien sûr. Hein, parce que, voilà, non, les consommateurs que tu n'arriveras jamais à avoir... Enfin, c'est un beau challenge après, mais... non, il faut... Enfin, je sais pas. Moi, j'essaie toujours d'être dans quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que j'essaie de trouver le chemin de moins de résistance et, si possible, intéressant. Mais aller chercher la petite poche de gens qui est réductible, c'est difficile. Moi, le brief parfait, pas parfait, mais en tout cas, les fois où les briefs qui ont bien fonctionné, pareil, je parle de brief créa depuis le départ, c'est le brief où quand tu rediscutes avec les créas juste derrière ou avec le directeur de création, il te dit, c'est super clair, en tout cas, on a compris ce que voulait le client, et maintenant, il faut qu'on... Enfin, moi, c'est quand les créatifs disent, OK, on a compris le brief, on a compris l'idée, on a compris le concept. Je parle bien au niveau de la strat pure. Hein. Et maintenant, on est obligé d'avoir un saut en création qui soit à l'image du saut que vous avez fait en strat. Et ça arrive rarement, où les créas disent, OK, les commerciaux ont bien fait leur boulot, le planning a bien fait son boulot, ça n'arrive pas si souvent, évidemment. Maintenant, c'est à nous de jouer et c'est à nous de refaire un saut avec la création, tout en respectant la strat, le brief et autres. Après, je reviens sur ce que j'ai dit, Carla, en fait. Je pense que tu as une idée. J'ai des collègues qui travaillent sur des personas extrêmes ou qui pensent que les gens qui sont les plus compliqués sont les plus inspirants. C'est juste pas ma façon de travailler, mais tu as peut-être raison de dire que le brief parfait est celui qui te permet d'atteindre l'idée créative. Tu as peut-être raison là-dessus. Je me suis peut-être emballé. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. En tout cas, de dire les plus exigeants sont les plus inspirants, je trouve ça super intéressant. Donc, je me note ceci. Je pensais à dire avant qu'on se quitte aussi, c'est la 3e fois qu'on le fait. On va continuer à prévoir de faire ça une fois par mois. Et là, c'était vraiment une bonne conversation. Donc, si jamais il y a je me dis s'il y a des thèmes ou des idées ou des sujets que vous pensez que ce seraient des bonnes idées à aborder ou que vous voudriez aborder, dans lesquels vous voudriez participer à l'avenir, dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à on nous est dire. Preneur de thèmes. Ouais. Et l'idée, c'est de faire un peu comme Sofiane, d'avoir un thème et de le soumettre à l'intelligence collective en espérant trouver des réponses à ces questions. Ouais. Et les 2 premiers, on était partis sur des thèmes un peu précis, un peu de sujets industriels ou d'actualité un peu plus précis. Là, on a pris un sujet qui est vraiment juste interne au boulot, mais qui fait toujours parler. On se dit, c'est un peu marronnier du planeur, mais ça marche. Quelqu'un peut partager le lien Zoom de la réunion des lundis à 18h? Oui, aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez joindre à notre groupe de travail, si vous voulez passer à un moment donné, aussi n'importe, il n'y a pas forcément d'engagement long terme. Tout le monde là a reçu les emails là. L'email avec le lien Zoom. Ouais. Bon, je vous envoierai le lien pour notre prochaine réunion Zoom de lundi à 18h et comme ça, vous pourrez vous joindre à nous. On ne fait pas de replay de ces réunions-là. On prend des verres ensemble, on discute, on se raconte des choses et on essaie de trouver le prochain thème de la réunion. Je mets le lien tout de suite dans la conversation. Merci. Pour les réunions. J'ai trouvé ça top, cette petite réunion. Voilà. Je n'étais pas très en forme aujourd'hui parce que j'étais un peu malade, mais c'est quoi ça me fait plaisir de vous voir tous. Comment ? Les 2 premiers thèmes, c'était quoi ? On a fait, Gaël et une autre participant dans le groupe a mené une conversation sur les protéines végétales, enfin tous les simili viandes et comment elles sont marketées. Et moi, le mois dernier, vu que je suis en train de travailler avec un client robotique et véhicule autonome, j'avais appris plein de trucs, ça fait 6 mois que je bosse dessus. Donc, on a fait un truc sur ce qui se passe en ce moment dans les développements de technologies en véhicule autonome et robotique. Et le CTO du client, du coup, est venu. Donc, il avait pas mal de trucs à raconter aussi. Donc, c'était un peu spécifique, mais voilà, ce n'était pas forcément des trucs qui intéressent tout le monde, mais en même temps d'actualité, parce que le véhicule autonome, on est en plein dedans. Oui. Victor, on n'a pas l'obligation de faire un truc sur les NFT et le métaverse, mais
Non. Mais on a noté. Ce n'est pas une obligation. Non, Mais... Je parle de pression sociale plus que d'obligation. Non, on va pas se mettre cette pression-là. Non. C'est clair. On se la mettra dans le Je métavers. partage avec vous le groupe Facebook aussi, juste pour Ah oui. rester en contact. Ça, c'est le groupe Facebook, ouais. Le groupe Facebook, il y a un groupe LinkedIn, c'est ça aussi Oui, il y a un groupe LinkedIn. Ouais, il est dans le mail aussi, je pense. Ouais, pour l'instant, il y a pas mal d'offres d'emploi qui circulent sur Facebook. Et voilà. Et voilà. Bah, merci bien tout le monde. Bah, bon c'était un appétit. Et plaisir. puis on se retrouve bientôt. Prenez Merci. soin de Ouais, vous. merci à vous tous. J'arrête Merci l'enregistrement. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci.